Alors, on va terminer donc cette session matinale. Et avant de recevoir Madame la Ministre, je ne pouvais pas rêver meilleur speaker que quelqu'un que je connais depuis un certain nombre d'années, que j'admire beaucoup, et qui a passé sa vie à écrire l'avenir. Donc, j'ai le plaisir d'inviter Jacques Attali à nous rejoindre sur la scène. Alors Jacques, tout le monde te connaît, mais j'aimerais quand même te rappeler en quelques chiffres, parce qu'on est un monde d'ingénieurs, brillante formation scientifique, XNA, tu as accompagné le président Mitterrand pendant plus de 10 ans, tu as aussi créé 4 institutions internationales, Action contre la faim, Eureka, la Berne, et surtout, dans l'actualité, c'est Planète Finance qui est devenue Positive Planet, j'aime beaucoup le nom d'ailleurs, qui a contribué à faire du microfinancement pour plus de 10 millions de petites entreprises. On connaît tes capacités à écrire, à penser, et à mettre ta pensée en écrit. Je crois que 1000 articles dans l'Express, 67 livres, 7 millions de tirages dans 22 pays. Et surtout, ce qui m'amuse, et je pense que tout le monde ne le sait pas, mais tu es un pianiste d'origine, tu es un musicien avec un credo fort en piano, mais tu es surtout un chef d'orchestre et metteur en scène reconnu dans le monde, puisque tu as tourné. Tu as une actualité, puisque, pourquoi pas parler de cela aussi, c'est la Bohème. Je crois que tu te produis au château de... Je mets en scène la Bohème. Tu mets en scène la Bohème. Il y aura 60 musiciens, 60 choristes. Château de Vincennes le week-end d'après et l'Esplanade de l'Invalide. Et ça, je ne pense pas que vous le saviez, mais j'ai eu l'occasion de voir Jacques une fois diriger. Et là, je découvre un nouveau talent de metteur en scène et je vous encourage vraiment à découvrir une autre facette de sa personnalité. Donc Jacques, bienvenue. Je suis ravi de terminer cette session avec toi. Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Tu as toujours contribué d'une manière positive et constructive au débat public. Tu as lancé cette initiative 100 jours pour que la France réussisse. Tout peut changer en 2017. On citait ce matin le credo de BFM, la France a tout pour réussir. Je crois que tu as fait travailler en réseau 17 000 Français sur un projet de société nouveau qui leur correspond, dans lequel ils veulent s'épanouir. Et la question, est-ce que le numérique a toujours sa place? Et est-ce que tu penses qu'il est encore possible de l'isoler, ou est-ce que c'est maintenant dans la réflexion globale? Merci. Oui, c'est dans la réflexion globale. Isabelle le disait très bien tout à l'heure, la France a un avenir extraordinaire si on veut bien s'en donner les moyens. Je pense qu'on ne va pas s'en donner les moyens. Je suis très inquiet et sceptique sur ce qui va se jouer dans les prochaines élections présidentielles, parce que pour changer les choses, Isabelle l'a très bien expliqué, il faut expliquer, le mettre dans un contexte. Et dans ce cas-là, ça passe. Aujourd'hui, on est dans une campagne présidentielle qui est purement une opposition de personnes, combat de coq, où il n'y a aucune idée, et même la façon dont le gouvernement actuel conduit les réformes ne les met pas dans une perspective qui permet de les faire admettre. Donc ce que nous avons voulu faire, c'est de montrer qu'un grand projet est possible, réaliste, finançable, avec d'énormes réformes, mais qui ne peuvent être appliquées que si elles sont expliquées avant, débattues avant, d'où l'importance de débattre en 2016 d'idées et non pas de personnes, et dans lequel le numérique, en effet, tout sa place. Alors, il y a quelques propositions spécifiques au numérique, par exemple l'autodétermination informationnelle, l'ensemble des grandes réglementations à mettre en place pour le droit, les grands projets que l'administration doit lancer, mais comme tu le dis très justement, c'est partout, c'est dans toutes les dimensions de nos sociétés, et en ayant conscience que c'est pas seulement le numérique dans lequel nous devons rattraper un retard, et nous avons beaucoup de retard, c'est pas seulement la formation permanente qui est absolument fondamentale, c'est pas seulement le numérique dans l'éducation et dans la santé qui sont absolument stratégiques pour réduire les coûts des dépenses publiques sans réduire la qualité des services. L'État peut faire beaucoup mieux avec beaucoup moins si c'est numérisé, mais c'est aussi prendre les devants sur un grand nombre de chantiers qui vont venir, sur lequel la France a en effet, par ses capacités d'ingénieur, beaucoup de moyens, dont on ne parle pas beaucoup, c'est le web sémantique, le parallel processing, le 3D, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, et au-delà de ça, les biotech, qui ne sont rien sans le numérique, les nanotechnologies, qui en plus, elles non plus ne sont rien sans le numérique,
et la grande science d'après-demain, mais qui est aujourd'hui déjà absolument déterminante de tout, de l'éducation, de la santé, de la distraction, du commerce, etc., qui va être la grande science du XXIe siècle, c'est-à-dire les neurosciences. Donc, tout ça, nous avons un potentiel en France énorme, et dans ce projet, nous montrons comment il faut commencer tout de suite. C'est un peu un projet 2.0 où finalement on met des personnes et des idées en réseau pour qu'ils construisent la société de demain. Alors justement, en parlant de l'avenir, j'ai toujours admiré ta capacité à préempter ou à donner des signaux faibles sur les tendances lourdes du futur. Alors, dans toutes les prévisions que tu as faites, est-ce qu'il y en a qui se sont réalisées? Est-ce qu'il y en a qui t'ont surpris, qui sont arrivés tout d'un coup? Et est-ce qu'il y en a qui ne sont pas arrivés? Est-ce que tu pourrais faire une petite synthèse de toutes tes réflexions? Ce serait difficile sans... Comme ça, je te demanderai qu'est-ce qui va se passer plus tard. Sans me vanter ou faire un mea culpa excessif, mais c'est vrai que très tôt, j'ai vu l'arrivée de l'ordinateur individuel avant qu'il arrive, YouTube 20 ans avant que ça arrive, le basculement sur le Pacifique 15 ans avant qu'on en parle, le téléphone mobile bien avant que le concept Average. J'ai inventé ce mot de objet nomade et du nomadisme qui a dégénéralisé. Ce qui arrive plus tard que ce que j'avais prévu, parce que je l'ai prévu depuis très longtemps, c'est l'intelligence artificielle, le clonage, les organes artificiels, parce que je reste convaincu que le grand secteur, trois grands secteurs d'évolution de nos sociétés, d'artificialisation des choses, c'est la santé, l'éducation et la distraction, qui sont les trois grands secteurs dans lesquels des services vont être remplacés par des objets faisant apparaître des nouveaux services. Ça, je pense que j'étais en avance. Là où je me suis trompé, c'est quand j'ai vu le basculement vers le Pacifique. Je pensais que le Japon pourrait jouer un rôle de superpuissance et je n'avais pas assez vu l'importance majeure de la dimension démographique qui a empêché le Japon de le devenir. D'accord. Alors on a beaucoup parlé d'ouverture, de collaboration, un retour des communs que Jeremy Rifkin a largement développé. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, que l'économie collaborative telle qu'elle est définie aujourd'hui représente en certaine mesure un retour des communs? D'abord, il faut savoir de quoi on parle. Les communs, les commons en anglais, c'est pas du tout ce qu'on entend dans la naïveté de tout est gratuit, tout est pour tout le monde, etc. Les commons, c'était une économie qui a commencé au XIe siècle jusqu'au XVIIe, XVIIIe, extraordinairement organisée, très sophistiquée, dans lequel il y avait des droits très précis pour les paysans, donnés par les seigneurs, les manors, qui leur donnaient droit de pâturage, qui était réglementé avec une rigueur, une police, une justice, des prisons extrêmement réglementées, qui a ensuite basculé dans les enclosures au moment du développement de la propriété privée. Donc, le grand discours sur l'économie collaborative, qui serait le retour des commons dans la mise à disposition gratuite, c'est une illusion totale. Tout ça ne tiendra pas s'il n'y a pas une réglementation et un droit de propriété très précis sur ce qui est commun et ce qui ne l'est pas. Et s'il n'y a pas en même temps suffisamment, en raison de ce droit de propriété, de défense des moyens, de défense de la rentabilité des infrastructures, parce qu'il n'y a pas de commun sans infrastructure. Et si on fait que du commun et qu'on ne fait pas d'infrastructure, le système va s'effondrer. Et non seulement les infrastructures, mais un sujet dont on ne parle jamais, parce qu'on a peut-être peur de susciter le malheur en parlant trop, mais c'est le cyberterrorisme. Nous sommes en train d'aller dans des sociétés de plus en plus précaires, de plus en plus fragiles, de plus en plus vulnérables à cause du numérique. C'est beaucoup plus un réseau numérique est beaucoup plus vulnérable qu'un réseau physique. Et dans les temps que nous vivons et que nous allons vivre de plus en plus, on verra l'importance de la sécurité numérique plus que jamais. Tout d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui avec le basculement vers les blockchains, qui est un élément dans cette sécurisation qui change tout. Absolument, et je pense aussi que le fait que Internet ait été créé sans gouvernance à la base, on confond le tout gratuit, mais il faut quand même financer les infrastructures. Moi, j'avais tout de suite parlé, bien avant qu'Internet apparaisse, du numérique comme un nouveau continent. J'avais appelé ça le 7e continent. Et on voit bien ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a eu d'abord des commons avec des gangsters, des cow-boys qui ont détruit les Indiens, des gens qui ont mis leur droit de propriété comme ils voulaient, avec un drapeau ou un piquet. Et puis progressivement, un état de droit encore très incertain s'est installé. C'est pareil. Aujourd'hui, il faut, à l'échelle mondiale, et c'est très très difficile, parce que la grande question du XXIe siècle, c'est on a un marché global, mais on n'a pas d'état de droit global. Donc, où on va être capable de mettre un état de droit global, au moins en Europe, sinon à l'échelle mondiale, ou le marché va redevenir local, parce qu'un marché sans état de droit, ça ne fonctionne pas. Et je pense que malheureusement, devant disons, la pusillanimité des gouvernants, leur absence de vision globale, on a le plus grand mal à
prédire la mise en place d'un état de droit global. Et donc, on peut s'attendre, comme on l'a vu à la fin du XVIIIe ou du XIXe siècle, à un retour de « moi d'abord, chacun pour soi », dont le Brexit n'est qu'une des images, une des dimensions parmi d'autres. « Moi d'abord » étant la grande... « Moi d'abord » et « c'était mieux avant », c'est les grands mots de l'idéologie dominante, suicidaire pour nos nations comme pour nos entreprises. C'est vrai que quand on voit la turpitude du monde actuel, c'est difficile d'imaginer une gouvernance qui sied à tout le monde. Ça, pourtant, c'est nécessaire. Je ne dis pas un gouvernement mondial, mais un état de droit planétaire, en particulier un droit de propriété clairement assumé sur les données, avec à l'inverse une assurance, une vérification par des auditeurs externes de la confidentialité des données qu'on prétend nous assurer, mais que personne ne vérifie, est absolument essentiel. On l'a vu avec Apple, voilà. Qui a fait son mea culpa. Alors, un de tes derniers essais qui était passionnant, Peut-on prévoir l'avenir? Tu proposes une sorte de méthode prospective pour aider à chacun d'entre nous à déchiffrer son destin. C'est un projet qui peut un peu sembler fou dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, mais est-ce que tu penses que notre avancée, qui est de plus en plus saillante, profonde dans le monde numérique, va influencer ta méthode ou influence nos dessins ou nos relations humaines? On le voit avec nos enfants, Isabelle. On a de plus en plus de moyens de prédire l'avenir. Les machines, les techniques prédictives se développent d'une façon majeure. Comme l'homme est en train de s'artificialiser, c'est dans les techniques de la prédiction des artefacts qu'on va trouver les techniques qui vont être utilisées pour les hommes, et en particulier ce qu'on appelle la maintenance prédictive va être utilisée de plus en plus. C'est déjà utilisé par la police, c'est déjà utilisé en matière de santé, etc. Donc il y a des techniques de prédictibilité qui sont statistiques et sur mesure qui vont être très importantes. C'est d'autant plus important que la prévision de son avenir est la condition de la liberté. C'est une condition nécessaire et non suffisante, parce que d'abord on peut se tromper quand on prédit, puis ensuite la prévision ne nous assure pas qu'on se donne les moyens d'être libre. Mais il n'y a pas de liberté sans prévision. Il n'y a pas de liberté sans prévision. Et même si on se trompe, se tromper est une façon d'avancer. Et c'est possible de prévoir son avenir. C'est tout à fait possible. C'est d'autant plus possible qu'une des grandes dimensions de la prévision de l'avenir, c'est d'avoir un projet. Ça ne consiste pas simplement à essayer de comprendre ce qui va vous tomber dessus. C'est de savoir qu'est-ce qui est invariant, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui se passe autour de vous, qu'est-ce que veulent vos amis, qu'est-ce que veulent vos ennemis. Il fait en effet dans ce livre une checklist qui permet aux entreprises comme aux personnes privées d'avancer assez précisément dans l'éclairage de la route devant soi. Une dernière question, pour reprendre tes propos. À quoi ça sert finalement de prévoir l'avenir? Ça sert à assurer la seule chose dont nous pensons que ça existe, tout en l'ayant comme une illusion, c'est-à-dire la liberté. D'accord. Jacques, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je sais que tu as une contrainte de temps. J'ai quand même une dernière question. On parlait de 2025, puisque c'était le thème de nos scénarios. Comment est-ce que tu vois ce monde en 2025? C'est un monde de paix, un monde de richesse, un monde... Nous allons vers une extraordinaire accélération des tensions. Donc 2025, ça sera au milieu de la guerre, ou après la guerre, ou parce que nous aurons évité la guerre. Mais il est évident que se crée, je l'ai écrit depuis longtemps, tout se met en place pour une guerre planétaire absolument massive, parce que plus personne ne supporte personne. On a envie d'en découdre, on le voit dans les anecdotes des manifestations ou du foot, mais on le voit malheureusement dans des événements beaucoup plus tragiques encore avant-hier et hier, et ça se généralise. Donc il y a une sorte de volonté de purger par la violence, qui s'explique par des raisons extrêmement profondes, qui est là. Mais en 1910, il y a des tas de gens qui disaient on peut éviter la guerre de 14 en créant la SDN, et on a créé la SDN, non pas à la place de la guerre de 14, mais après. De même pour les Nations Unies, non pas à la place, mais après. Et là, aujourd'hui, il est évident qu'on peut éviter une catastrophe planétaire qui a des potentialités immenses, démographiques, pour nous, Français, en particulier avec la francophonie et le développement de l'Afrique, qui est un enjeu gigantesque, stratégique, majeur pour nous. Donc 2025, si on prend assez peur de ce qu'il peut être, on peut réussir à éviter la catastrophe. Très bien. Jacques, merci encore 1000 fois pour ta contribution et d'avoir pris le temps de venir nous voir.